Bonjour et bienvenue dans l'entretien de l'intelligence économique, l'émission consacrée aux acteurs de la mondialisation. L'islam propose-t-il une alternative à l'économie libérale? Comme vous le savez, la finance islamique se développe depuis quelques années. Mais en quoi est-elle différente du libéralisme? Lui fait-elle vraiment de l'ombre? Dans quel secteur investit-elle son argent? Et enfin, en quoi est-elle plus vertueuse? Pour répondre à ces questions, je reçois deux spécialistes. Anouar Hassoun, directeur général d'Euris Group, et Kader Merbou, directeur de l'Executive Master Finance Islamique à l'Université Paris-Dauphine. Bonjour messieurs. Donc Kader Merbou, l'université, on sait à peu près ce que c'est. En revanche, vous, Euris Group, c'est quoi? C'est une société de conseil basée à Luxembourg et spécialisée en finance islamique. Conseil sur quoi? On conseille essentiellement des institutions financières, des banques, des compagnies d'assurance pour les accompagner dans leur offre de finance islamique et participative. Vous êtes un ancien de Moody's, de Standard, donc vous connaissez tout ce qui est notation. Absolument. Et c'est ce que vous faites sur des titres? C'est ce que je faisais, puisque il y a quelques années, j'ai quitté le monde des agences de notation pour me lancer dans les affaires. Et aujourd'hui, je fais davantage de conseils et un petit peu moins de notation. Alors, Kader Merbou, ça marche l'enseignement de la finance islamique à l'université? Ça marche très bien, ça marche très bien. Nous avons en moyenne une centaine de candidatures pour 30 places dans notre master. Nous l'avons ouvert au mois d'avril à Casablanca. Nous l'avons ouvert il y a 2 mois dans le sud de la France, à Marseille, une certification sur l'assurance et les problématiques de gestion d'actifs, qui est la première certification en France. Donc oui, ça marche très bien. Qui sont les étudiants qui sont intéressés par la finance islamique? Alors, on a 2 grandes populations, donc des professionnels qui cherchent à se convertir un petit peu, faire une reconversion de carrière sur le sujet de la finance islamique et s'ouvrir des opportunités à l'international. On a aussi des étudiants qui cherchent vraiment à se surspécialiser sur ce sujet et apporter cette compétence en plus, soit en France ou soit en Europe. Pas forcément des étudiants musulmans. Ah non, absolument pas. Non, absolument pas. Alors, Anouar Hassan, ça représente quoi la finance islamique? Il y a un chiffre qui circule, est-ce qu'il est vrai? 2000 milliards de dollars par an. 2000 milliards de dollars, c'était la taille de l'industrie de la finance islamique fin 2014. Aujourd'hui, on est proche de 2500 milliards. Alors, ça peut paraître beaucoup ou peu, ça dépend du point de vue. 2500 milliards de dollars, c'est à peu près 25 fois le PNB du Maroc. D'accord. Mais c'est en même temps 1% de la finance mondiale, donc ça reste une niche. Tout à fait. C'est quoi les spécificités de la finance islamique? En quoi elle se différencie après tout? Eh bien, commençons par ses principes. Déjà, c'est une finance qu'on dit principielle, donc elle est adossée à des principes. Ces principes sont assez clairs, il y en a 5. L'interdiction de l'intérêt, l'interdiction d'un certain nombre de secteurs que l'islam considère comme illicites. Donc le porc, l'alcool, le sexe, l'armement. Le troisième principe négatif, donc la troisième interdiction, c'est l'interdiction stricte de spéculer. Les banques islamiques ne spéculent pas. Et puis 2 obligations qui, à mon avis, sont plus intéressantes que les interdictions. L'un, c'est le partage des profits et des pertes avec les clients. Et la deuxième chose, c'est adosser toute transaction financière à un actif tangible. Alors ça peut paraître compliqué, mais ça veut dire que l'économie islamique finance l'économie réelle. D'accord. Autrement dit, 2008, crise des subprimes, sur de la titrisation, donc des choses qui n'existent même pas, c'était pas possible pour la finance islamique. Alors, il y a 2 questions dans votre question. Est-ce que c'est possible d'avoir une crise de type subprime en finance islamique? La réponse est non. Techniquement, c'est pas possible. Mais en revanche, vous avez utilisé un terme qui s'appelle titrisation. En finance islamique, on peut faire de la titrisation, mais sur des actifs tangibles, cette table, ce micro, vos lunettes. Mais certainement pas sur des actifs nominaux, c'est-à-dire du papier. D'accord. Alors, elle existe depuis combien de temps, cette finance islamique? Elle existe depuis que l'islam existe, mais la finance islamique moderne existe depuis une 40aine d'années. Elle a commencé à voir le jour et à vraiment croître après la dernière vague de décolonisation dans les années 70. D'accord. On dit que l'un de ses référents idéologiques, intellectuels, c'est Al-Madoudi, un penseur pakistanais. Des référents intellectuels et idéologiques, il y en a beaucoup, mais ce terme idéologie n'est pas plaisant. La finance islamique, encore une fois, elle est principielle, on l'a déjà dit, mais elle est aussi axiologique. Encore une fois, un terme compliqué, c'est-à-dire qu'elle repose sur des valeurs. Et ces valeurs sont finalement assez simples. La valeur de partage, la valeur d'équité, la valeur de responsabilité et de soutenabilité. Tous ceux dont on parle dans l'économie verte, par exemple. Alors, vous avez dit qu'il y a des interdits sectoriels, donc des secteurs où elle ne va pas, l'armement, le sexe, etc. Est-ce qu'il y a des secteurs qu'elle aime, en revanche?
il y a un secteur qu'elle aime beaucoup, 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 c'est l'immobilier. Elle aime la pierre. Pour une raison simple, c'est que finalement, la finance islamique, elle est née dans des pays émergents, le monde arabo-musulman et l'Asie musulmane. Oui, pour faire simple, beaucoup. Voilà, le Golfe Persique et la Malaisie. Et ces pays ont commencé à croître à mesure que leur marché immobilier s'est développé. Dubaï aujourd'hui, c'est pas Dubaï dans les années 70. Et la finance islamique a participé à la construction de maisons, à la construction d'immeubles, d'entrepôts et d'usines. Et en cela, elle a joué son rôle. Kader Merbou, si ça marche, votre master, est-ce que ça veut dire qu'il y a une demande ici en Europe, en France ? La demande est croissante puisque le sujet intéresse de plus en plus de pays. On peut parler du Luxembourg, la Suisse. En Suisse, il existe un master de finance islamique. L'Espagne commence à lancer des certifications sur le sujet. L'Italie également. L'Afrique du Nord, l'Afrique de l'Ouest. Mais vous citez la France ou pas là ? La France, on a Paris et Marseille, et on a Strasbourg également où il y a un master de finance islamique. Donc pour la France, on a quand même les trois grandes villes qui sont couvertes, Paris, Marseille. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des banques qui proposent des produits issus de la finance islamique en France ? Alors, il y a une banque, c'est la banque Cheabi, donc une filiale du Banque Crédit Populaire Banque Populaire du Maroc, qui propose des produits ici de finance islamique en France, donc produits compte courant et produits immobiliers. Et on a aussi un assureur, Swiss Life Group, qui propose un produit. Donc la France est un marché naissant. On commence à avoir des produits, mais par contre, on a toujours ce paradoxe de penser qu'il y a un gros marché alors que le marché est capté. On a des gens qui sont très intéressés par ces produits, deux catégories de clients. On n'a pas forcément que des musulmans qui sont intéressés. On a surtout aussi des gens qui sont intéressés par plus de transparence post-crise, mieux comprendre les produits, avoir des produits plus rentables, plus compréhensibles pour tout le monde. Et ça commence un peu à prendre. Mais ça commence à prendre en France. On est en retard clairement en Europe ou pas ? Alors c'est relatif. Si on regarde par rapport à nos amis anglais, on n'est pas si en retard que ça entre les déclarations de Madame Lagarde en 2007 et le développement de la finance islamique aujourd'hui en 2015. Les Anglais ont commencé début des années 90 pour lancer des banques 14 ans après, en 2004. Donc relativement par rapport à nos amis anglais. Mais quand même en retard par rapport à la Grande-Bretagne. Là aujourd'hui, d'un point de vue absolu, oui, on est un peu en retard. D'accord. Il y a plusieurs banques d'investissement, plusieurs banques de détail en Angleterre et en France. On commence timidement, mais c'est un marché sûr, doucement mais sûrement. Voilà comment on peut le résumer. Qui est à la pointe à Noirassoun en Europe qui sont vos clients en gros Les Britanniques sont clairement à la pointe. En deuxième position. Et là, ils jouent gros ? C'est des petites sommes ou ils jouent vraiment gros ? Non, ça reste petit. La population musulmane britannique est relativement restreinte par rapport à celle d'Europe continentale. Et puis, les Britanniques non musulmans s'intéressent finalement assez peu à la finance islamique. Mais je dirais que le vrai marché, c'est quand même l'Europe continentale. Et en Europe continentale, le gros marché, c'est la France. Est-ce à dire qu'une banque islamique verra le jour en France ? C'est possible. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'elle commence à voir le jour dans d'autres pays d'Europe. Il existe une banque islamique en Allemagne et le Luxembourg appelle de ses voeux aussi une banque islamique sur son territoire. Donc si on considère que finalement il n'y a plus de frontières dans l'eurozone, il est urgent d'avoir une banque islamique en eurozone. Alors vous disiez tout à l'heure que la grande partie, le secteur qui aimait bien la finance islamique, c'était l'immobilier. On est quand même étonné du fait que le monde arabe musulman, plutôt arabe, souffre quand même d'une certaine pauvreté, d'un décollage économique qui ne se fait pas. Et on ne comprend pas pourquoi il y a des milliards de dollars dans les pétromonarchies et que ce n'est pas investi pour le monde arabe. Alors on a travaillé sur ce sujet pendant de nombreuses années. Le cloisonnement entre les économies arabes et musulmanes riches et les économies arabes et musulmanes pauvres. Et il y avait assez peu de ponts entre ces deux mondes, historiquement. Le Golfe Persique, pour parler plus spécifiquement, le Golfe Persique s'est occupé essentiellement de son propre développement pendant 40 ans. Les besoins étaient gigantesques. Quand on a découvert du pétrole dans les années 60-70 dans le Golfe, l'objectif était de recycler cette surliquidité pétrolière sur place. Il y avait tout à construire. L'industrie, les services, l'immobilier, les infrastructures. Aujourd'hui, les puissances économiques du Golfe Persique sont davantage intéressées par les marchés frontières, par les marchés étrangers. Et ce n'est pas une surprise ni une coïncidence qu'aujourd'hui, des banques islamiques du Golfe s'installent dans les pays du Maghreb et s'installent aussi dans les pays musulmans d'Afrique. Et c'est tout nouveau. Alors, on disait qu'il y avait des secteurs qui étaient interdits, mais on est quand même super surpris de voir que les plus gros budgets d'armement du monde, en pourcentage, sont dans les pays du Golfe.
La finance islamique n'a rien à voir là-dedans. Ça, c'est une décision Alors, essentiellement... ils ont bien de l'argent. Bien sûr, mais de l'argent qui n'est pas investi ailleurs. Il n'y a que très très peu de secteurs d'activité qui sont interdits par la finance islamique. Mais d'un autre côté, les banques conventionnelles et les banques islamiques coexistent dans les pays musulmans. Il n'y a quasiment pas d'économie qui ne soit financée que par des banques islamiques. Par conséquent, les budgets de défense, le financement de la défense sont pris en charge par d'autres institutions, mais clairement pas les institutions qui respectent les principes de l'islam financier. Et pourtant, ils sont censés être dans des pays qui respectent la religion musulmane. Donc, il y a deux systèmes qui coexistent. C'est un paradoxe en apparence. Ouais. Ce qui fait la force, justement, des systèmes économiques golfiotes, mais aussi des systèmes économiques d'Asie du Sud-Est, c'est de pouvoir autoriser les clients à choisir. Ce qui pourrait être notre force aussi en Europe, c'est de laisser les clients choisir. Donc, s'il y a des banques conventionnelles en Arabie Saoudite ou à Dubaï, il serait aussi bon d'avoir une banque islamique en Europe. Merci Anouar Hassan pour vos réponses. Merci Kader Merbou pour vos réponses. L'entretien de l'intelligence économique, c'est terminé. Mais comme d'habitude, vous pouvez retrouver l'émission sur france24.com. En attendant, restez sur France 24 car évidemment l'information continue. Au revoir.